Bonsoir et merci à vous. Alors déjà, merci d'avoir sélectionné mon livre et puis merci de me permettre d'avoir une discussion avec vous, avec les étudiants et puis avec le public présent, puisque c'est toujours assez gratifiant après avoir écrit un livre qui signifie de longs mois, de longues heures en solitaire, de pouvoir faire en sorte que le livre se prolonge, vive, puisse participer aux échanges, soit contesté, soit débattu. Voilà, donc c'est toujours ce que j'apprécie dans l'écriture d'un livre, c'est pour moi complémentaire de mon activité de journaliste. Ça permet de s'extraire notamment du flux de l'actualité, ça permet de poser des choses. Donc ce livre que vous avez sélectionné, qui est paru aux éditions du Seuil, il a une histoire et c'est important pour moi de vous la raconter parce que ça s'inscrit, je pense, dans un projet qui est le mien d'une certaine manière. Un projet qui concerne la Chine. C'est un pays que j'ai connu en 1987, parce que je ne suis plus tout jeune. J'ai commencé par des études de chinois avant de m'orienter vers des études de journalisme. Et donc la Chine que j'ai connue en 87 était une Chine encore, alors qui sortait, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était sortie de la révolution culturelle, mais elle n'avait pas encore décollé. J'ai connu un Pékin encore où certes, à quelques kilomètres de Pékin, l'endroit où nous sommes allés avec une vingtaine d'étudiants était interdit normalement aux étrangers. J'ai connu un Pékin où à l'aéroport, c'était l'ancien aéroport qui était tout petit. J'ai connu un Pékin où la route qui menait à l'aéroport était encore parsemée de charrettes et entourée de champs. Et quand j'y suis retourné 4 ans après, en 1991, le Pékin que j'avais connu était déjà en train de changer. Un ou deux périphes supplémentaires avaient été construits. Et donc, celui que j'ai connu des années après, en 2005, puisque j'étais en poste de 2005 à 2010, alors là, c'était une autre planète. Pour moi, ça a été un choc. J'étais pas retourné depuis très longtemps. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. Je cherchais désespérément des traces du Pékin que j'avais connu à la fin des années 80, et ce Pékin-là avait disparu, notamment le Pékin traditionnel, celui des Rotongs. Mais malgré tout, je retrouvais ce que j'avais aimé dans ce pays, c'est-à-dire une capacité des habitants à aller de l'avant, et surtout à Pékin, une capacité des habitants à contester, à gronder, à se révolter. Et c'est ce qu'on avait vu en 1989 au moment du mouvement pour la démocratie. Et donc, lorsque la date anniversaire de ce mouvement de 1989 s'approchait, j'ai été contacté par une éditrice, mon éditrice au Seuil, qui s'appelle Anne Sastourné, qui connaît très très bien les affaires chinoises. Elle publie à la fois de la littérature, mais aussi des essais sur la Chine. Et elle m'a lancé sur l'idée de faire un livre sur Tiananmen. Donc j'ai réfléchi, je venais de publier un livre sur Xi Jinping, le numéro 1 chinois, le secrétaire général du Parti communiste et président de la République populaire de Chine depuis 2012. C'est un livre qui a été édité par Actes Sud et qui s'appelle « Dans la tête de Xi Jinping ». Et l'objectif de ce livre, c'était d'essayer de comprendre les idées de Xi Jinping. Alors, au-delà des idées de Xi Jinping, c'est l'idéologie de ce régime qu'on a du mal à comprendre, en fait, souvent en Occident. C'est ce qui m'avait frappé quand j'étais en Chine, c'est-à-dire que il y a souvent une incapacité, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de difficultés, parce que parler chinois ou lire la langue chinoise, c'est pas évident. Et donc, ce premier livre que j'avais fait en 2017 était un peu une manière pour moi d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de Xi Jinping, quel était son objectif, quelles étaient ses idées, quelle était son idéologie. On a beaucoup de mal à voir en fait l'idéologie du Parti communiste. On a beaucoup de caricatures à ce sujet en Occident. On a toujours l'impression que, par exemple, les textes théoriques qui sont rédigés sont juste de la propagande et on n'a pas vraiment envie de s'y intéresser. Donc, moi, j'avais envie de m'y intéresser. C'est ce qui m'a poussé à faire ce premier livre en 2017.
Et celui que vous avez sélectionné est en quelque sorte le prolongement. Alors pourquoi c'est le prolongement? Parce qu'en fait, il y a, je pense, en 89, c'est une date importante. C'est une date importante qui explique à la fois l'incompréhension qu'on peut avoir vis-à-vis de ce régime et l'incompréhension qu'on peut avoir ou la difficulté à appréhender quel est le projet de Xi Jinping. Et je pense que pour le comprendre, la date de 89 est importante. On a toujours tendance à comparer Xi Jinping et Mao Tse-tung dans la mesure où depuis Mao, il n'y avait pas eu un tel culte de la personnalité, une telle volonté d'avoir le pouvoir entre ses mains et de mettre en avant une seule personne. Mais on a oublié en fait, on oublie aussi que Xi Jinping est aussi un bel héritier de Deng Xiaoping. Alors, non pas forcément le Deng Xiaoping qui a lancé la politique de réforme et d'ouverture à la fin des années 80, mais plutôt le Deng Xiaoping qui, en 89, décide de faire appel à l'armée et de réprimer dans le sang le mouvement démocratique. Le Deng Xiaoping qui a pour mission de sauver le Parti communiste. Et c'est la mission qu'a aussi aujourd'hui Xi Jinping. Ce livre aussi, c'était aussi l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi nous, enfin quand je dis nous, c'est les Occidentaux, collectivement, nous nous sommes trompés. Donc c'est une enquête de journaliste, une enquête intellectuelle notamment, mais c'est aussi une question de se dire, mais tiens, pourquoi nous nous sommes trompés? Pourquoi nous avons cru que la Chine allait devenir une démocratie, que la Chine allait nous rejoindre et devenir un pays démocratique, libéral, etc. Et pourquoi je prends 89? Parce que je pense que à la fois la césure et l'incompréhension, elles datent de là. Et j'ai pris, et dans le livre j'en parle, et je prends cette photo caractéristique qui montre bien la différence d'appréhension de cet événement. C'est un événement. Nous avons tendance, nous occidentaux, à garder de Tiananmen cette image de ce qu'on appelle en anglais le tankman, c'est-à-dire celui qui se dresse face au char. Face au char, vous la connaissez, cette photo, elle est devenue une icône pour nous. Alors que je me suis dit, mais en fait, Tiananmen, ce n'était pas ça. Tiananmen, ça a été une défaite, c'était pas une victoire, c'était pas quelqu'un qui s'est dressé et qui a triomphé des chars. C'est en fait quand même la défaite d'un idéal démocratique. Est-ce qu'on aurait pu montrer, par exemple, des photos beaucoup plus dures, des photos des chars qui ont écrasé notamment des habitants, ou des photos d'affrontements. Mais nous, occidentaux, nous avons voulu, je pense, choisir la photo, ce qui représentait en fait l'espoir. Mais cet espoir, il avait été vaincu, cet espoir d'une Chine libérale, démocratique, qui allait nous rejoindre. Et en fait, ces illusions, nous les avons cultivées encore pendant, je dirais, presque 10 ans, jusqu'en 2008. Et donc voilà, ce livre essaye de comprendre, et en fait c'est les deux bouts, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui s'est passé en Chine, mais c'est aussi ce qui s'est passé et les erreurs, en tout cas les incompréhensions du côté occidental. Et les incompréhensions du côté occidental, elles permettent aussi de comprendre pourquoi nous avons en permanence essayé de faire en sorte que la Chine s'intègre. Elle s'intègre à la fois dans l'Organisation mondiale du commerce, et comment les Occidentaux en permanence se sont bercés d'illusions en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un régime qui assume son projet autoritaire. On est un peu désemparé. Alors du côté occidental, ça montrait aussi, c'est ce que j'essaye de démontrer, ça montrait cette forme, et ce qui était intéressant, j'ai écouté la conférence précédente de l'ambassadeur Haro, et je trouvais ce qu'il disait était intéressant sur la décennie de la domination occidentale, en fait, sur une sorte d'hubris. On n'a pas voulu voir parce qu'on était persuadé d'avoir raison. On était persuadé que, souvenez-vous de la fin de l'histoire, on était persuadé que voilà, nous avions vaincu l'Union soviétique et que le système libéral, néolibéral, le système à la fois libéralisme politique et libéralisme économique allait triompher sur toute la planète, et que la Chine, de toute façon, à un moment ou à un autre, allait aussi y succomber.
Et donc, je pense que cette pensée magique, d'une certaine manière, elle domine les débats jusqu'en 2008. Et alors, pourquoi je dis 2008? Parce que j'étais présent à Pékin en 2008 et que j'ai vécu ce moment bien particulier de 2008, une année extrêmement riche à la fois, très émouvante en fait pour quelqu'un qui vivait là-bas, puisque j'ai vécu en tant que journaliste à la fois des révoltes au Tibet, j'ai vécu le tremblement de terre au Sichuan, et puis l'apothéose, dans un certain sens, ce fut pour moi le soir, j'en parle dans le livre, mais l'inauguration des Jeux Olympiques le 8 août 2008. Et en fait, sur le moment, j'ai été pris aussi, comme tous les participants, dans une sorte d'allégresse, je dois le dire. C'est vrai que c'était très enthousiasmant. Et en réfléchissant, c'était quand même intéressant de voir que pour moi, ça permettait aussi de dire que le monde avait basculé. Enfin, si on devait, chacun le fait de manière un peu soit caricaturale ou de manière un peu comme ça, arbitraire. Mais pour moi, ça montrait cette Chine qui triomphait, qui triomphait, qui montrait qu'elle était puissante, en fait, qu'elle était puissante, qu'elle avait accueilli le monde entier, qu'elle avait enfin obtenu le droit d'organiser les Jeux Olympiques, qui pour elle était un moment symbolique très important, et qui était capable de l'organiser, et de l'organiser très très bien. Elle en a mis, en fait, de manière un peu triviale, je dirais qu'elle en a mis à tout le monde, en fait. Elle a vraiment impressionné tout le monde. Et c'est aussi ça qui nourrit mon livre, c'est-à-dire de dire à un moment donné, ça a basculé. Ça a basculé. Je pense que c'est à ce moment-là que ça bascule. C'est aussi en 2008 où il y a la crise financière aux États-Unis. Et voilà, tous ces événements-là, j'essaye de les mettre dans ce livre, et 30 ans après, d'essayer de comprendre comment cette Chine qui contrôle sa population essaye aussi, alors peut-être pas de contrôler le monde entier, mais en tout cas d'affirmer sa position. Et en quoi ça change le monde, et la difficulté pour nous occidentaux, je crois, de nous placer vis-à-vis de ça, puisque nous avons encore une tendance, je dirais presque paternaliste vis-à-vis de la Chine, une difficulté à comprendre ce qui s'est passé, et une difficulté à admettre que le monde a changé, que nous ne sommes pas forcément le maître de ce jeu. Alors c'est à la fois aussi, c'est un livre qui se pose la question, et je finis là-dessus, je pense que ça pose aussi la question de l'Europe, c'est-à-dire que cette Chine toute puissante et cette fin des illusions occidentales, elle amène aussi, et d'autant plus avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, elle pose la question des grandes puissances, donc qui dominent aujourd'hui notre monde, c'est-à-dire à la fois les États-Unis, la Chine, la Russie aussi. Et dans ce monde-là qui est dominé par ces grandes puissances, quelle place l'Europe peut-elle avoir? Comment elle peut garder ses valeurs? Et dans un des derniers chapitres, je parle de la manière dont la Chine est de plus en plus présente, par exemple, dans des pays comme la Grèce, berceau de la démocratie, et tout ça ne peut que provoquer des questionnements, en fait. Et voilà, pour moi, c'était aussi une manière de dire peut-être que l'Europe devrait se réveiller d'une certaine manière. Donc voilà, je voulais faire un peu vous présenter à la fois le projet, et aujourd'hui je travaille, parce que c'est un prolongement, parce qu'en fait cette question des grandes puissances me fait aussi poser la question des empires, en fait, et que pour essayer de comprendre la Chine, je pense que les pratiques impériales sont intéressantes aussi à appréhender, et par exemple aujourd'hui je travaille sur Hong Kong, qui me permet aussi de prolonger cette réflexion. Donc je serais très heureux de prolonger à la fois cette réflexion avec vous, et de tenter modestement de répondre à vos questions, parce que je voudrais aussi dire quelque chose, c'est-à-dire que je ne me sens pas sinologue, je n'aime pas ce terme pour plein de raisons, mais surtout parce que je voudrais poser les limites de qui je suis. Je suis journaliste, sinisant, c'est-à-dire j'essaye de m'intéresser à la Chine, mais je ne suis pas un sinologue dans la mesure où je n'essaye pas de répondre à toutes les questions sur la Chine. Je pense que la Chine n'est pas un objet d'étude en soi, c'est-à-dire que c'est un objet d'étude pluriel, différent,
que la Chine est comme tous les autres pays, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui s'intéressent à l'économie, à la sociologie, etc. Et qu'aujourd'hui, avoir la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions sur la Chine serait totalement illusoire. Voilà, donc le champ de mon intervention se résume quand même beaucoup sur l'histoire intellectuelle, sur l'histoire aussi du nationalisme chinois. J'essaie de comprendre la manière dont le nationalisme chinois est né, notamment à Hong Kong, la manière dont il a été récupéré par le Parti communiste et aussi la manière dont aujourd'hui il est remis au goût du jour par le régime actuel. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bougon, pour ces propos introductifs. Donc, comme je vous l'avais dit, on va commencer par des questions de nos élèves qui ont travaillé sur votre ouvrage. Et donc, je vais demander à Alice, qui est en 3e année, de poser sa première question. Alors déjà, merci pour votre intervention. Et ma première question, c'était, est-ce que vous pensez que les éléments nécessaires à produire une manifestation comme d'ampleur qu'il y a eu comme à Tiananmen en 1989, est-ce qu'elles sont présentes aujourd'hui, comme l'émotion populaire, la temporalité optimale ou une volonté de changement de la part des jeunes? Moi, je dirais que non. Je pense que le mouvement de Tiananmen tel qu'il a existé a été une sorte de coup d'électricité pour le régime, une sorte d'appel, de réveil en fait. C'est-à-dire que le régime tout d'un coup s'est réveillé et a vu qu'il pouvait mourir. En fait, Tiananmen s'explique par une histoire. Tiananmen s'explique par la politique de Deng Xiaoping d'ouvrir la Chine après les années de maoïsme, après les tragédies, les différentes tragédies maoïstes, c'est-à-dire le grand bond en avant avec ces millions de morts de famine, la révolution culturelle où Mao Tse-tung s'est appuyé sur une jeunesse fanatisée pour régler ses comptes politiques avec ses rivaux et a plongé le pays au bord de la guerre civile avant de faire appel à l'armée. Donc ça a été un coup d'État militaire en 1969 et puis après ça a été une alliance entre à la fois le Parti communiste et des ultra-gauchistes, Mao et les militaires. Deng Xiaoping décide en 78-79 d'ouvrir son pays en fait, de jouer la carte de l'ouverture, d'utiliser le capitalisme, en tout cas les capitaux, les investissements et notamment les investisseurs de Hong Kong, de Taïwan, les investisseurs qui viennent de l'Asie du Sud-Est et qui appartiennent à la diaspora chinoise, de faire appel à leur patriotisme. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, à partir de la fin, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Xi Jinping, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, on ne parle plus de révolution, mais on joue pour attirer les Chinois d'outre-mer, on joue sur le côté patriotique. Et donc, c'est à la fois un patriotisme à destination de l'étranger, en tout cas des Chinois de l'étranger, et en interne, on joue beaucoup sur le nationalisme. Mais vous avez au sein du parti, de la fin 78 jusqu'à 89, qui est une sorte de moment charnière, vous avez au sein du Parti communiste deux tendances. Ce qu'on a qualifié à un moment donné d'un côté des réformateurs et de l'autre les conservateurs. Et en fait, ces deux tendances, entre 78, 79, 80 et 89, n'ont cessé de s'agiter, de se contrer. Et Deng Xiaoping jouait le rôle d'arbitre au milieu de ces deux tendances. Il avait besoin des réformateurs. Pourquoi il avait besoin des réformateurs? Parce qu'il avait besoin de faire en sorte que la société s'ouvre, qu'on puisse réformer les entreprises, qu'on puisse faire venir des capitalistes en Chine. Mais il avait aussi besoin des conservateurs. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce qu'il appelait la pollution spirituelle, c'est-à-dire des idées démocratiques qui pouvaient être amenées par l'apparition du capitalisme. Et donc, il avait besoin de ces conservateurs pour, à un moment donné, réprimer tout ce qui aurait pu apparaître comme étant une remise en cause du Parti communiste. Donc, pendant assez longtemps, Deng Xiaoping a joué un peu le rôle d'arbitre, de sage entre ces deux factions, ces deux composantes, et jusqu'en 89 où là, il y a eu ces manifestations qui s'expliquent notamment par une crise économique assez forte, une crise sociale assez forte aussi, et une volonté de la jeunesse de dire on veut autre chose. Et en fait, tout ça se dégrade
Et pourquoi ça va aussi loin? C'est que ce mouvement social profite du fait que le Parti communiste est paralysé à ce moment-là entre les conservateurs et les réformateurs. Et donc, le maître de, je dirais pas des horloges, mais le maître, c'était Deng Xiaoping. C'est lui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il a décidé à un moment donné, et en fait, il s'est, encore une fois, comme Mao avait fait appel à l'armée en 1969 pour mettre fin à une possible guerre civile et envoyer cette jeunesse fanatisée à la campagne. Et là encore, Deng Xiaoping a fait appel à l'armée pour réprimer cette jeunesse qui s'était levée pour la démocratie. Et donc aujourd'hui, je dirais que non, je ne pense pas que les conditions soient réunies, en tout cas pour avoir une manifestation, en tout cas une mobilisation, parce que ça commence par une mobilisation étudiante et après c'est l'ensemble de la société qui s'y mêle parce que vous aviez le sentiment que les réformes ne profitaient pas à tout le monde en fait, que certains en profitaient plus que d'autres, que les cadres en profitaient plus que d'autres, que les fils de cadres en profitaient plus que d'autres, que la corruption était généralisée. L'inflation était très forte. Vous n'avez pas ça aujourd'hui en Chine. Alors vous avez une situation économique qui va être peut-être compliquée avec le Covid, avec le coronavirus, mais vous n'avez pas cette coagulation de mécontentement qu'on a pu voir en 89. Et par ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant aussi, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer dans ma présentation. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on n'a pas vu, nous, occidentaux, c'est qu'à partir de 89, vous avez un travail de réarmement idéologique extrêmement poussé du régime qui travaille énormément justement sur le nationalisme, sur le parti sait qu'il a perdu sa légitimité auprès de la population. Il a fait intervenir l'armée, l'armée a servi, l'armée du peuple, l'armée populaire de libération a tiré sur le peuple. Et donc, les années qui suivent 89, c'est à la fois des années de répression, mais c'est aussi des années où le régime invente quelque chose de nouveau, d'une manière idéologique, pour regagner la confiance du peuple. Et donc, c'est à la fois la promesse d'un bien-être économique, la promesse de mieux vivre, la promesse de pouvoir voyager à l'étranger, la promesse de s'enrichir, et aussi une composante essentielle aujourd'hui, à mon sens, c'est la composante nationaliste, c'est la fierté d'être chinois. La fierté, et tout ça, c'est basé sur un discours qui utilise énormément ce qu'on appelle l'humiliation coloniale, c'est-à-dire le discours sur les 100 ans d'humiliation de la main des puissances coloniales européennes. Donc vous avez énormément, et ça marche très très fort. Et donc aujourd'hui, je dirais que moi je fais partie de ceux qui pensent que, alors après moi je ne ferai jamais de prédiction, mais en tout cas vous n'avez pas ces éléments qui ont amené les manifestations de Tiananmen de 89. Désolé, j'étais un peu long, mais j'essaye de... Alice, à vous, votre deuxième question. Alors, ma deuxième question était, est-ce que pour vous, le contrôle de l'espace est essentiel pour légitimer et faire perdurer une dictature? En tout cas, la notion de contrôle pour le parti est très très forte et on le voit, on l'a vu. Bon, j'étais pas présent en Chine, mais de ce que j'ai pu lire dans la presse, de ce que j'ai pu voir dans les médias chinois, c'est que vous avez eu par exemple un contrôle extrêmement fort qui se fait notamment via des comités de quartier. Et donc c'est là aussi. Moi, je passe mon temps à dire qu'on s'est trompé, mais c'est vrai, mais on oublie assez facilement à quel point le parti peut être présent. Mais présent, ça ne veut pas dire forcément un contrôle dictatorial, c'est au service d'une dictature, mais c'est quand même un maillage de la société qui est aussi pour à la fois servir, par exemple, d'un point de vue sanitaire ou les communautés locales, etc. Donc, c'est un parti communiste qui est de nouveau ultra présent, en fait, avec une attention poussée, à la fois un contrôle qui est dans la rue aujourd'hui, mais aussi dans un contrôle sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, vous avez ces deux aspects-là. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi le régime était aussi fort. C'est-à-dire que
Par exemple, surtout, on dit beaucoup, la Chine, vous avez énormément de mouvements sociaux. Oui, certes, bien sûr, les mouvements sociaux existent, etc. Et donc, les gens vous disent, oui, il y a des mouvements sociaux, à un moment donné, ça donnera un Tiananmen. Ben, justement, ils ont appris des leçons de Tiananmen. Donc, par exemple, les cadres du Parti communiste sont notés notamment sur leur capacité, lorsqu'il y a une manifestation locale, par exemple, sur un projet d'implantation, je dis n'importe quoi, mais d'une centrale électrique ou d'une centrale à charbon, et qui tout d'un coup pourrait entraîner des contestations locales. Par exemple, les cadres du Parti communiste aujourd'hui ont des cours pour essayer de faire face à ce genre de situation, de faire en sorte que ce genre de situation ne se dégrade pas, que ça n'aille pas jusqu'au niveau national en fait. Et donc, c'est des sortes de règles de gouvernance qui sont assez fines en fait, hein, et qui, par exemple, comprennent également à la fois le cadre est noté sur sa capacité à faire en sorte de prévenir ce genre de choses, mais ils ont aussi des cours de formation. Et donc, par exemple, on leur apprend à gérer d'éventuels journalistes. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant parce que les journalistes sont de plus en plus contrôlés, mais à une certaine époque, il y avait un peu plus de liberté de la presse. Et donc, comment vous faites pour gérer des journalistes qui vont venir s'intéresser à ça? Donc, voilà, il y avait toute une formation sur vous les emmenez au restaurant, déjà vous les repérez, vous les emmenez au restaurant, vous faites en sorte qu'ils restent le plus longtemps au restaurant, puis après vous les accompagnez soit à la gare, soit à l'aéroport. Voilà. Donc vous avez toute une technique aussi de contrôle social. Merci pour vos réponses. Et maintenant, Loris, c'est à vous. Loris qui est aussi étudiant en 3e année à l'IBERI. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation que j'ai trouvée très bonne et j'ai aussi beaucoup apprécié lire votre livre et en faire une synthèse. Je l'ai trouvé très bon et je voulais vous poser une première question, si vous me le permettez, qui concerne davantage la seconde partie de votre livre, donc plus orientée sur l'international. Ce que j'ai remarqué dans la première, c'était vraiment orienté sur l'aspect historique et interne à la Chine. Donc ma question serait, est-ce que l'appareil sécuritaire chinois, dont vous voulez développer encore plus les termes avec la logique de contrôle, est-ce que cet appareil sécuritaire chinois fait partie de son soft power? Et est-ce qu'elle aurait un avantage à utiliser ce soft power sécuritaire en Europe? Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour elle? L'appareil sécuritaire, c'est un appareil. Alors, vous avez plusieurs éléments. Alors, vous avez moi, je ne dirais pas que c'est un soft power. Je ne dirais pas justement ce qu'essayent de mettre en avant les Chinois. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ce que j'avais aussi remarqué. C'est ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais en Chine. C'est-à-dire que vous avez un discours officiel qui est à destination du peuple chinois et qui généralement est un discours qui fait beaucoup référence au nationalisme, à l'humiliation coloniale, et donc qui a une composition anti-étrangère assez forte en fait. Mais ces textes-là ne sont jamais traduits en anglais par exemple. Et vous avez un autre discours officiel, donc moi je dirais plus de le soft power, celui que vous pourriez qualifier du soft power, qui se veut beaucoup plus apaisant en fait, mais il est apaisant dans le sens où il est destiné au public étranger. Donc il insiste beaucoup plus sur la volonté de la Chine de s'intégrer dans la communauté internationale, de contribuer à l'harmonie, à la paix, etc., etc., etc. Ce qu'on a pu remarquer, ce qui m'a intéressé dans la récente crise du coronavirus, du Covid 2019, ou de la Covid, je sais pas, c'est de voir à quel point ce discours agressif anti-étranger a été utilisé par les diplomates. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait une bascule. Alors, comment l'expliquer? Je ne le sais pas, mais je pense que vous avez aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères un certain nombre de diplomates beaucoup plus jeunes, qui ont à peu près 50 ans, je dirais, beaucoup plus décomplexés, entre guillemets. On les compare on dit les Wolf Warriors, parce que ça fait référence à un film, qui est une sorte de film, il y a 2-3 épisodes chinois qui a été qui a eu beaucoup de succès en Chine. C'est une sorte de Rambo chinois qui est envoyé notamment en Afrique pour sauver des Chinois qui sont attaqués notamment par des méchants occidentaux. Et donc,
j'ai pu remarquer lors de cette crise que ces diplomates-là sont beaucoup plus assument beaucoup plus une position non plus défensive, mais offensive, de revendiquer le fait que la Chine a un modèle, tout à fait, et que ce modèle n'est pas honteux et que il est aussi légitime et aussi efficace que le modèle occidental et qu'il n'a pas de leçons à recevoir. Et ça, je pense que c'est important. Après, sur la capacité de la Chine à envoyer des gens pour l'appareil sécuritaire à l'étranger, je pense qu'ils le font. Ils le font quand il s'agit de leurs propres intérêts, bien sûr, mais comme le ferait la France, les États-Unis, je pense. Mais on l'a vu notamment, par exemple, quand il y a eu... quand il y a des fonctionnaires corrompus ou des opposants notamment, mais ça c'est plus dans la, je dirais, dans la région proche, notamment à Hong Kong, on a vu avec l'enlèvement de libraires en 2015. En Europe, je pense qu'il ferait beaucoup plus attention. Je pense qu'il y a une volonté quand même d'avoir un discours apaisant, en tout cas d'avoir un discours de coopération plutôt que de confrontation. Oui, très bien. En plus, je vous suis très bien parce que je me rappelle d'une scène où le président chinois était allé en France et il avait offert un texte sur le confucianisme à Emmanuel Macron et lui avait bien expliqué que c'était pour promouvoir l'idée chinoise et la paix par le confucianisme, et cet aspect religieux est aussi très fort. Ouais. Oui, et même pour tout ce qui est des diplomates, c'est vrai que pendant la crise du coronavirus, on a beaucoup de commentateurs, et moi aussi j'ai remarqué qu'ils avaient une posture beaucoup plus agressive, mais je pense que c'est aussi dû, de mon avis, je ne sais pas si c'est forcément véridique, mais c'est plus parce que les Américains avaient tendance à beaucoup les accuser aussi d'avoir mal géré la crise, et les avaient aussi lancés dans des théories entre guillemets du complot en disant que le laboratoire P4 de Wuhan avait laissé échapper le virus. Donc c'était défensif et ils ont été agressifs par la défense. Donc je vais vous poser ma deuxième question, si vous permettez. Allez-y. Elle est un peu dans la même essence. J'aurais aimé savoir votre avis sur le fait de... Vous avez théorisé dans votre livre que les Occidentaux n'avaient pas réussi à instaurer la démocratie en Chine. Vous l'avez d'ailleurs expliqué avec les stratégies de Barack Obama et de Hillary Clinton, orientées sur l'Internet et sur l'agrégation de la Chine à l'OMC, au terme commercial. Mais est-ce que vous pensez à l'inverse que le modèle autoritaire chinois peut, lui, s'exporter à l'étranger, comme c'est déjà le cas en Afrique, en Éthiopie, ou dans d'autres pays qui partagent ce projet de développement autoritaire? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que il n'a pas. Alors, ce que je ferai une différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à une grande puissance. Alors, on a tendance, nous, dans la manière de voir les grandes puissances, puisque de toute façon, on a été tellement marqué par les États-Unis depuis la fin de la guerre, qu'on s'imagine que tout le monde va faire comme les États-Unis, cette question de l'hégémonie, notamment ça tourne autour de l'hégémonie. Je ne pense pas que la Chine, par exemple, ait une vocation hégémonique, mais je pense que la Chine a une vocation à être une grande puissance. La Chine a une vocation à avoir des pratiques impériales, je pense. Ça peut être ça amène à réfléchir, à lire beaucoup sur la notion d'empire, sur les questions coloniales, les questions postcoloniales, mais il y a une notion notamment sur ce qu'on appelle l'empire informel. Alors c'est quoi un empire informel? C'est la capacité à pouvoir contrôler des pays, ou en tout cas les influencer, non pas de manière directe comme l'ont fait les pays occidentaux au XIXe siècle, ou en envoyant des canonnières, ou en envahissant ces pays, ou en envoyant des colons, mais en les contrôlant par exemple via la dette. Et donc c'est ce qu'on peut voir par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une capacité économique très très forte de la Chine qui s'exerce via la diplomatie de la dette, avec des pays qui sont fortement endettés et qui doivent énormément à la Chine. Et donc, ça donne des leviers pour la Chine. Sur la capacité à exporter, je pense que c'est pas une volonté expresse d'exporter le modèle autoritaire, c'est une proposition. Je dirais que on le voit beaucoup avec Xi Jinping aujourd'hui, c'est-à-dire que on est passé d'un discours sur le modèle. Il y a eu beaucoup de...
Quand j'étais en Chine en 2008, il y avait énormément de réflexions sur qui sommes-nous. Nous sommes aujourd'hui une grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la notion de grande puissance? Je l'ai mis dans le précédent livre sur Xi Jinping, il y avait une série télévisée extraordinaire, très très intéressante, qui essayait de comprendre depuis le début de l'histoire quelles avaient été les grandes puissances en fait. Et donc vous aviez une vision historique très très forte qui partait du Portugal et qui finissait en gros avec la Chine. Et donc on est passé d'un questionnement en 2008 à une affirmation sur un modèle chinois et aujourd'hui à une capacité à proposer ce qu'ils appellent une solution chinoise. Et donc c'est plutôt là-dessus, je pense. C'est-à-dire que c'est pas forcément la volonté d'imposer un modèle, mais c'est la capacité de proposer un modèle alternatif au modèle occidental, libéral, démocratique. Voilà. D'accord. Et donc il y a la disposition de personnes qui pensent que la Chine peut être une solution, c'est-à-dire notamment auprès de pays africains ou d'Amérique latine ou d'autres pays. C'est-à-dire c'est de dire vous n'êtes pas obligé de développer. Alors, parce que c'est quoi le discours important des Chinois? C'est de dire vous n'êtes pas obligé, et nous l'avons démontré, de développer votre économie et de faire en sorte que ce soit la démocratie obligatoirement qui va de pair. Vous pouvez développer votre économie et néanmoins conserver le pouvoir. Donc en fait, c'est ça le grand discours chinois. Il tourne autour de ce refus de la démocratie. En tout cas, la démocratie. Oui, parce qu'ils ont une définition de la démocratie, mais ce n'est pas la définition de la démocratie occidentale avec un partage des pouvoirs, une capacité des gens à s'exprimer. Merci beaucoup. Alors pour continuer, on va continuer avec un professeur de Guilherry qui est en ligne et qui visiblement vous connaît bien. Il s'agit de Miko Mered. Cher François, merci d'être là et d'expliquer votre vision de la Chine à nos étudiants. Selon vous, les enjeux et risques environnementaux ont-ils plutôt vocation à être un vecteur de puissance ex nihilo ou ce sont des points de faiblesse qui se sont imposés à la doctrine de Xi Jinping? Pensez-vous qu'on a une chance de voir une personnalité du parti véritablement écologiste être nommée au Standing Committee en 2022? Si oui, qui? Wow. Je ne pourrais pas répondre à la dernière question parce que je me suis pas assez concentré. En fait, quand j'étais en Chine, je suivais ça avec attention, mais là, étant à l'extérieur, je n'oserais pas émettre de faire de la pékinologie. Sur la question de l'environnement, oui, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que c'est un double défi. C'est-à-dire, il y a une volonté, je trouve, officielle de s'attaquer aux problèmes environnementaux parce que le régime sait que c'est un vrai problème, que c'est aussi, par exemple, dans les villes avec la pollution atmosphérique, que c'est un vrai défi, que ça pourrait constituer un défi pour sa gestion notamment, que la classe moyenne qui dans sa majorité soutient le parti pourrait lui retirer son soutien si jamais elle considérait que l'environnement est un vrai problème. Après, je n'ai pas la capacité aujourd'hui de vous dire, je dois vous l'avouer, ça fait partie des limites que j'ai posées aussi, de dire que je n'ai pas réponse à tout. Je me souviens d'un livre qui avait été écrit par Benoît Vermander, qui est jésuite et qui est quelqu'un qui connaît très très bien la Chine. Et il avait posé, il y a quelques années, dans un livre, la question en disant la Chine verte ou Chine brune? Dans son argumentation, il disait que soit la Chine devenait brune, c'est-à-dire en gros national-socialiste, soit elle devenait verte avec une considération beaucoup plus grande aux questions écologiques. Moi, je pense que la Chine aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit, est en train de devenir à la fois brune et à la fois verte, en fait. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté et en tout cas un discours officiel qui dit que de toute façon, et on en revient encore là sur la confrontation avec le modèle occidental, de dire que la question écologique ne pourra être résolue que par une solution autoritaire. C'est-à-dire la capacité d'imposer à des populations
des mesures qui, si elles devaient être décidées de manière démocratique, ne seraient pas acceptées. Après, ce que j'ai du mal à, il faudrait voir avec un spécialiste des politiques environnementales en Chine. Il y a énormément de discours, il y a énormément d'engagements, il y a beaucoup d'engagements financiers, etc. Il y a des projets d'éco-cités. Il faudrait voir vraiment si tout cela fonctionne. Il y a quand même une grande difficulté, c'est-à-dire que il y a quand même une difficulté, on le voit depuis des années, de passer d'un modèle, le modèle justement qui avait été posé par Deng Xiaoping, c'est-à-dire le recours à une main-d'œuvre bon marché et l'utilisation des ressources, à la fois des ressources naturelles, des hommes, de l'environnement, etc., à un modèle beaucoup plus économe et beaucoup plus respectueux de la nature, qui est un modèle qui, je pense, notamment dans la philosophie chinoise, pourrait être tout à fait, et on parlait du confucianisme et on pourrait parler du taoïsme. Et voilà, moi, c'est un peu les limites, je ne suis pas sur place, mais c'est une question que j'aimerais, par exemple, poser à quelqu'un qui s'intéresse de plus près à la question écologique. C'est des vrais questionnements de ma part. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Alors, nous avons une question d'un étudiant qui est à Taïwan, qui a priori n'est pas un étudiant de l'ILERI, qui vous pose cette question. Que pensez-vous des impacts des manifestations hongkongaises pour la Chine populaire? Est-ce qu'elle a amélioré un progrès de démocratisation chinoise? Et deuxième question, vous avez publié un article dans Le Monde en 2013 avec la discussion sur la politique africaine de la Chine comme néocolonialiste. J'aimerais vous poser donc ce que vous pensez du développement de la relation sino-africaine. Et que pense la France de la nouvelle route de la soie en Europe? Wow, beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, oui. Alors, sur l'impact, c'est difficile à dire. Je pense que pour une partie de la population chinoise, en tout cas, la population la plus ouverte, je dirais la plus libérale, je pense qu'elle sympathise avec les revendications hongkongaises. Mais je crois que dans la grande majorité, en tout cas, la manière dont sont présentés les événements à Hong Kong sont considérés quand même comme en Chine comme très agressifs et comme anti-chinois. Alors c'est à la fois, je pense que c'est à la fois, il y a des éléments de vérité, mais il y a aussi des éléments de propagande. C'est-à-dire que la manière dont le régime contrôle l'information et présente aujourd'hui les manifestations à Hong Kong aboutit à un sentiment auprès d'une grande partie de la population chinoise de dire ce sont des enfants gâtés en fait. On leur donne énormément, on les a sauvés régulièrement, on les a sauvés au moment de la crise financière de 97, on les a sauvés au moment du SRAS. Alors, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, il y a ce sentiment que, et ça, c'est alimenté par le pouvoir, que Hong Kong est un enfant gâté. Il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, sur ce qu'est Hong Kong. Et aussi, il y a quand même aussi des éléments objectifs. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus à Hong Kong un sentiment xénophobe à l'encontre des habitants, ou en tout cas des gens qui viennent du continent. Donc en fait, je pense que c'est un point de fixation, c'est un point de confrontation que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que ça pose beaucoup la question de ce qu'est ce régime aujourd'hui. Alors, votre étudiant évoquait le néocolonialisme, et je pense que pour essayer de comprendre ce qu'est la Chine aujourd'hui, alors c'est vraiment une position qui va me vouer aux gémonies auprès des représentants de la République populaire de Chine, mais qui se voient, eux, de toute façon, tout le temps en position de victime, justement à cause du discours que j'ai évoqué tout à l'heure sur les 100 ans de l'humiliation. Et ce que je vous disais sur les pratiques impériales, c'est-à-dire que je pense que la Chine, en tant que grande puissance, a aujourd'hui des pratiques néocoloniales en Afrique et coloniales à Hong Kong. Alors, ça se traduit pas forcément par les mêmes pratiques que les Européens ont pu avoir au XIXe siècle, mais elles sont quand même présentes. Et en fait, pour essayer de les comprendre, je pense qu'il faut revenir à ce qu'a été le substrat idéologique du régime, ce qu'est le substrat idéologique du régime chinois. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que il se forge à la fin du 19e
sur le déclin d'un empire qui est l'empire des Qing et qui est un empire considéré par ces nationalistes comme un empire étranger parce qu'il est mandchou. Et donc, vous avez tout un discours sur la constitution d'un nationalisme, d'une nationalité Han, les Han, donc qui est l'ethnie majoritaire, et qui est basé sur le rejet des Qing. Et je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui à travers le régime chinois, c'est justement la mise en place d'un ethno-nationalisme basé sur les Han, en grande majorité, ce qui explique en tout cas les politiques de répression des minorités qu'on peut voir par exemple au Tibet, qu'on peut voir au Xinjiang et qu'on peut voir d'une certaine manière à Hong Kong. Alors après, la différence avec Hong Kong, c'est que les Anglais et les Chinois, lorsqu'il a été question de redonner Hong Kong à la Chine, s'étaient mis d'accord sur une sorte pendant 50 ans, Hong Kong pourrait conserver sa manière de vivre, ses institutions, le respect de la loi, etc., etc. Donc, ils sont encore un peu protégés, même si c'est de plus en plus difficile. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un régime qui est basé sur une politique ethno-nationaliste qui est assez forte et qui a beaucoup de mal à prendre en compte, en tout cas, des minorités ethniques qui ne sont pas Han, avec un centralisme très très fort. Et je dis en tant que Français, qui a quand même l'essence de la France a été quand même aussi d'opprimer les Bretons, les Catalans, etc., etc. Donc c'est pas, je dis pas que ce que font les Chinois c'est mal et ce que nous on a fait c'est bien. C'est juste une réflexion sur ce qu'est aujourd'hui la Chine et si on veut essayer de comprendre ce qu'elle est et si on veut essayer non pas de combattre, mais en tout cas de décrypter ce qu'elle fait, je pense que tout le discours à la fois sur le colonialisme, le néocolonialisme et le postcolonial peuvent être des pistes intéressantes à mon avis. En tout cas, ce sont des pistes que j'essaye d'explorer de mon côté et qui expliquent aussi, par exemple, la présence, les attaques, en tout cas en Afrique, par les Africains même, hein, d'une politique qu'ils considèrent comme néocoloniale. Merci. Alors, deux questions que je vais regrouper à propos de Xi Jinping. Alors, la question d'Anne-Charlotte. Est-ce que vous pensez que Xi Jinping fait face à une réelle opposition au sommet de la pyramide du PCC, comme le disaient des observateurs lors de la fuite des Xinjiang Papers à l'automne dernier? Et puis, une question de notre professeur François Lafargue. Il y a eu ces dernières années de nombreuses rumeurs quant à un coup d'État contre Xi Jinping. En s'en prenant à l'armée sous prétexte de lutter contre la corruption et aux services de sécurité, Xi Jinping s'est braqué contre de nombreux intérêts. CF Bo Xilai, Xi Jinping aura-t-il le destin de Khrouchtchev? En tout cas, pour l'instant, s'il est arrivé au pouvoir fin 2012, il a quand même démontré ça. Alors c'est vrai, il y a eu, alors certains parlent de coup d'État, mais c'est vrai qu'il y a eu une faction au sein du parti menée à la fois par Bo Xilai, qui était un fils d'eux aussi, parce que Xi Jinping c'est un fils d'eux. Alors le fils d'eux, c'est les descendants enfin leur père, en l'occurrence leur père, ont été des révolutionnaires de la première heure. Et donc autant Bo Xilai que Xi Jinping appartiennent à cette c'est pas une faction parce qu'ils partagent pas forcément les mêmes intérêts ou la même vision, mais en tout cas il y a un sentiment que la défense de ce régime, c'est aussi la défense des valeurs très très fortes que leurs parents leur ont prodiguées en fait. Et donc c'est vrai qu'il a dû faire face à cette tentative de coup d'État en fait menée à la fois par Bo Xilai mais aussi par le grand responsable de la sécurité avant qu'il n'arrive au pouvoir qui s'appelle Cho Yong-kang. Mais il a quand même réussi à démontrer, en tout cas depuis 8 ans. Alors moi j'ai toujours du difficulté parce qu'en fait ce que je vous disais sur la pékinologie, c'est-à-dire c'est très très difficile de savoir ce qui se passe aujourd'hui au sein du Parti communiste chinois, et donc je reste toujours d'une prudence absolue pour éviter de me tromper, comme beaucoup de gens se sont trompés. Donc on a tendance souvent, alors ça c'est aussi ce que j'essaye de décrypter dans mon livre, c'est que comme on a été marqué par 89, c'est-à-dire que, et c'est ce que je dis dans ce livre, c'est que on a un peu tendance à vouloir analyser la Chine comme on a analysé l'Union soviétique.
Et donc, on se dit, voilà, c'était deux partis communistes et machin, truc bidule, et donc les mêmes choses vont se passer. Mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, le Parti communiste chinois a montré une capacité, mais dès le début, en fait, depuis Mao, le Parti communiste chinois est une sorte de parti darwinien, c'est-à-dire qui est capable en permanence de s'adapter à la situation. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il a montré sa capacité à s'adapter. Alors aujourd'hui, il montre sa capacité à s'adapter. Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion, mais c'est intéressant et j'ai oublié de le dire, mais quand je parlais du nationalisme, c'est aussi une capacité à rompre avec son histoire et à tout d'un coup se présenter comme l'héritier des valeurs traditionnelles chinoises et notamment du confucianisme, ce qui fait sûrement retourner Mao dans son mausolée de la place Tiananmen. C'est quand même une rupture fondamentale par rapport à ce qui a été l'origine et l'histoire du Parti communiste. Le Parti communiste est né de ce mouvement qu'on appelle le mouvement du 4 mai 1919, lorsque des étudiants se sont soulevés, ont dénoncé ce qui se passait à Paris et notamment le partage d'une province chinoise et ont condamné aux Japonais. Et donc, c'était parti aussi du rejet de cette société traditionnelle confucéenne. Et aujourd'hui, les dirigeants chinois se présentent comme les héritiers de ça. Bon, sur Xi Jinping, je pense qu'il est peut-être beaucoup moins fort qu'on ne le dit, sûrement. Il doit faire face à des oppositions, sûrement. Est-ce que ça va... Alors, il a réussi à mater cette rébellion. Est-ce que ça va jusqu'au fait qu'il va être un jour renversé? Ça, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a une opposition? À chaque fois qu'on a dit qu'il y avait une opposition, les faits ont démontré par la suite que ce n'était pas vrai. Donc, est-ce que c'est juste des discussions au sein du parti qui transpirent et qu'on interprète comme étant des oppositions fondamentales? Je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois qu'on a dit que le parti, et encore récemment, c'est-à-dire que quand je vous disais qu'on a tendance à analyser la Chine au prisme de l'Union soviétique et de 89, c'est qu'en 89, on s'est dit la Chine va tomber, l'Union soviétique est tombée, la Chine ne manquera pas un jour de tomber. Donc en fait, vous avez des analystes et des experts, et notamment l'un des plus connus était un Américain qui s'appelle Gordon Chang, qui avait fait un livre pour dire qu'en 2012, le parti allait tomber, et on attend toujours que le parti tombe. Donc en fait, il faut aussi faire attention avec cette facilité qu'on a de toujours dire qu'à un moment donné, le parti va tomber. Il est capable de résilience. Sur Xi Jinping, je serais incapable de vous dire aujourd'hui, ce serait une malhonnêteté intellectuelle de ma part, de vous dire qu'il est menacé, par exemple. Et donc sur la route de la soie, c'est de la question, c'était de savoir ce que les Européens, comment les Européens considèrent. C'est-à-dire que je pense que les Européens sont comme, enfin, vous le savez sûrement mieux que moi, puisque vous étudiez la diplomatie, l'Europe est désunie. Donc, il y a toute une partie de l'Europe, et notamment l'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, qui s'inscrivent, les Balkans, qui s'inscrivent avec plaisir en tout cas, et qui participent, ou la Grèce même, ou l'Italie, qui participent au projet du route de la soie. Vous avez depuis l'arrivée de Macron notamment une certaine réticence vis-à-vis de ces projets, avec une volonté qui est de plus en plus manifeste des Européens d'avoir une réciprocité, c'est-à-dire de dire ok, pourquoi pas, participons à ces projets de développement, mais nous voulons aussi pouvoir être présents en Chine, notamment en matière d'accès au marché public. Donc je pense que ça a changé, les Européens ont changé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi désunis, mais il y a quand même une sorte de réticence et de crainte de voir la Chine s'implanter durablement et de pouvoir contrôler un certain nombre de pays européens, notamment en Grèce ou en Italie, les pays du Sud. Alors, pour revenir sur la Chine et la Russie, on a une question de Marie. Bonjour et merci. La Chine et la Russie sont-ils aujourd'hui dans leurs relations et leur présence internationale alliés ou concurrents? Oui, je dirais qu'ils sont les deux en fait. C'est-à-dire que ils sont de fait alliés. C'est-à-dire la première visite, il y a eu en tout cas à la fois du côté de Poutine et du côté de Xi Jinping la volonté de renouer une alliance qui ressemble un peu à l'alliance qu'ils ont eue juste après la victoire des communistes en 1949. Et donc la première visite de Xi Jinping, quand il accède, une fois qu'il accède au pouvoir, c'est-à-dire fin 2012 comme secrétaire général du Parti communiste, et en mars 2013 comme président de la République populaire de Chine, sa première visite c'est pour la Russie.
Ils sont donc alliés de fait sur un certain nombre de dossiers, et à l'ONU, par exemple, le Conseil de sécurité, ils sont souvent ensemble, à la fois pour défendre des dossiers et pour s'opposer aux Occidentaux et émettre des vétos. Mais ils sont concurrents parce que, de fait, vous avez une frontière qui est assez longue, avec des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes et des intérêts qui sont concurrents. Donc, par exemple, la Russie, c'est simple, en Sibérie, par exemple, du côté russe, c'est quand même une partie, enfin Sibérie, le côté nord de la Chine, vous avez une population chinoise extrêmement nombreuse, des relations extrêmement développées, une présence économique chinoise de plus en plus forte, et une crainte russe de se faire coloniser ces territoires qui sont des territoires de toute façon assez dépeuplés. Vous avez aussi la question de l'Asie centrale, et là vous êtes sur une concurrence, c'est-à-dire au-delà des grands discours de coopération, de construction d'un pipeline pour acheminer du gaz russe vers la Chine, etc., vous avez quand même une volonté de la Chine via les routes de la soie d'influencer, d'avoir une capacité d'influence en Asie centrale, et je suis pas sûr que la Russie le voit avec un bon œil. Donc en fait c'est les deux, c'est-à-dire que vous êtes à la fois sur des enjeux, des grands enjeux internationaux, je dirais que ce sont des alliés, et puis après sur des questions frontalières, mais ça c'est assez classique, je dirais, en tout cas dans la relation entre la Chine et la Russie depuis la fin depuis 1949. Merci beaucoup. Une question de notre étudiante Jade Milin. Quels sont les éléments qui amèneraient la Chine à se tourner vers un modèle démocratique? Est-ce possible? Moi, pour l'instant, je ne le vois pas trop. Je ne vois pas... alors... Il faudrait beaucoup de changements, il faudrait beaucoup de révolutions. Le modèle démocratique, en tout cas dans l'histoire récente, a été un modèle qui a été envisagé justement quand je vous parlais de cette période de réforme et d'ouverture entre 78 et 89. C'est une période aussi d'ébullition intellectuelle, c'est ce qu'il faut dire. C'est une période où la Chine s'ouvre, sort du maoïsme et se pose énormément de questions et se demande et s'ouvre à une soif de connaissances. Les jeunes ont envie de tout lire, ils ont envie de tout découvrir, il y a énormément de traductions. On se pose beaucoup de questions sur ce qu'est la Chine, pourquoi on a vécu la révolution culturelle, pourquoi il y a eu Mao, pourquoi il y a eu ça. Et tout est ouvert en fait à cette époque-là, et on se pose même la question, même au sein du parti, on se pose la question d'avoir une démocratie libérale en fait. Et c'est ce qui amène à la confrontation en 89. Et donc, je ne vois pas cette période aujourd'hui, malheureusement, peut-être pour des gens qui, comme moi, sont attachés à des valeurs démocratiques, etc. Je ne vois pas en quoi le régime autoritaire chinois est menacé aujourd'hui, en tout cas à court terme. Et je ne vois pas en quoi le modèle démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, en tout cas ce modèle démocratique qui est censé représenter à la fois les États-Unis et les pays occidentaux, ne semble pas, en tout cas une majorité de Chinois, comme un modèle qui marche en fait. Donc, et plutôt comme un modèle en déclin, un modèle qui ne fonctionne pas, un modèle qui n'arrive pas à sortir de ses impasses, un modèle avec des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, c'est plutôt vu comme un contre-modèle en fait. Voilà. Après, vous avez quand même, il faut le dire, dans le monde chinois, et c'est ça qui est intéressant en fait, vous avez dans ce qu'on appelle le monde sinisé, ce qu'un professeur, un de mes professeurs, Van der Merch, avait théorisé comme étant le monde sinisé, c'est-à-dire à la fois en Corée, en tout cas les pays qui ont été influencés par la culture chinoise, donc que ce soit Taïwan, mais même Hong Kong, la Corée, etc. Vous avez en tout cas la démonstration que la démocratie n'est pas forcément une notion occidentale. Je suis allé à Taïwan récemment, vous avez là-bas une terre chinoise d'une certaine manière, mais qui ne l'est plus vraiment parce que c'est une société en fait multiculturelle avec un retour sur ses racines autochtones, avec des peuples autochtones mélanésiens extrêmement, non pas très forts, ils sont minoritaires, mais avec cet imaginaire-là est très très fort dans l'espace taïwanais. Donc
Taïwan, par exemple, peut représenter pour des gens qui ont envie de réfléchir sur ce que pourrait être une démocratie en Chine, un exemple intéressant. Et Hong Kong aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que les jeunes hongkongais se battent. C'est-à-dire, ils se battent aussi pour une vision chinoise, d'une certaine manière, de la démocratie, qui n'est pas mais il faudrait sortir de ce débat sur la démocratie. C'est pas forcément une démocratie occidentale. Alors, vous parlez de Taïwan. Nous avons une question d'un étudiant taïwanais de M2 en sciences politiques. J'aimerais vous poser une question sur la tension potentielle entre la Chine et la France vis-à-vis des contrats de vente d'armement avec Taïwan. En fait, c'est des tensions qui sont régulières. Je dirais, peut-être que je me trompe, mais c'est des tensions qui sont régulières à la fois avec les États-Unis et la France. C'est-à-dire que vous avez, à partir du moment où, à la fin des années 70, les pays occidentaux décident de multiplier les relations avec la Chine, de faire en sorte d'être beaucoup plus présents en Chine, en l'occurrence c'est plutôt les États-Unis d'ailleurs, ils ont sacrifié leurs relations diplomatiques avec Taïwan, mais ils n'ont pas sacrifié les relations militaires, et notamment la défense de Taïwan. Et donc, cela signifie qu'à la fois les Américains, et c'est beaucoup plus les Américains, je pense, là, le contrat que vous mentionnez est un contrat qui s'explique par les frégates qu'on a vendues aux Taïwanais dans les années 90, et c'est un renouvellement d'équipement, en fait. Donc, mais ça fait partie ce que je dirais du jeu diplomatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les ans les Américains signent un contrat pour fournir des équipements militaires à Taïwan, Pékin hausse le ton, et là de la même manière Pékin hausse le ton, mais ça reste de l'ordre du déclaratif. Alors, on parle souvent de la Chine comme un géant au pied d'argile, notamment vis-à-vis de ses dépendances en matière d'investissement étranger et d'énergie. Pensez-vous que cette puissance soit effectivement si précaire, voire éphémère, ou est-elle partie pour s'imposer dans la durée? C'est sûr que c'est un géant, par certains aspects, je dirais que c'est un géant au pied d'argile, c'est-à-dire que notamment sur toute la. Alors, il y a plein de fragilités, mais je veux dire, c'est comme toutes les grandes puissances. Toutes les grandes puissances ont des fragilités, en fait. Donc là, je dirais que les fragilités chinoises, on les connaît. C'est-à-dire que c'est notamment des fragilités économiques sur sa capacité à intégrer des populations qui n'ont pas forcément pu profiter du développement économique. Donc, c'est des fractures sociales. C'est pour ça que le parti a résisté, c'est que jusqu'à présent, il a eu la capacité de répondre aux besoins économiques et quand Xi Jinping parle du rêve chinois, ça marche. C'est-à-dire que quand vous parlez avec un Chinois, et notamment que ce soit un Chinois plus jeune ou un Chinois plus âgé, vous avez quand même cette idée que nous n'avons pas occidentaux, mais ça c'est normal, c'est que jusqu'à présent, vous avez cette idée que demain va être beaucoup mieux. Il faut se rendre compte que quelqu'un qui a aujourd'hui 60, 70 ans voit ses enfants et ses petits-enfants bénéficier d'avantages, de choses dont il n'a pas pu bénéficier lui quand il était dans une économie de subsistance presque ou d'isolement décidé par Mao. Donc en fait, il y a quand même encore, en tout cas, une grande capacité du régime à faire rêver ses habitants, en tout cas sur sa capacité économique. Après, il y a des fragilités, bien sûr. Il y a des fragilités parce que c'est un peu dans la droite ligne de ce qu'on se disait depuis le début. Sa fonction de grande puissance l'amène quand même en tout cas dans son environnement régional, à rencontrer des oppositions, que ce soit du Vietnam, des Philippines, du Japon, etc., etc. Donc, il n'a pas encore la capacité à gérer ça, en fait, je trouve, et même Taïwan ou Hong Kong, c'est aussi un autre problème. Donc, est-ce que le parti aura la capacité de le faire? Ça, c'est une grande interrogation. En tout cas, le projet ethno-nationaliste que Xi Jinping met en œuvre présente quand même un certain nombre
Oui, d'interrogation et d'éventuels dangers de confrontation beaucoup plus élevés. Hong Kong va rester une vraie question en fait, parce que jusqu'en 2047, vous avez la possibilité d'avoir des confrontations régulières, des troubles. Donc voilà. Sur Taïwan, la question de Taïwan reste posée aussi. C'est-à-dire, c'est quand même un discours qui est très très important pour Xi Jinping sur le nationalisme, sur le fait de recouvrir la souveraineté. Donc, aucune confrontation militaire n'est écartée jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ça que je mettrais en avant comme fragilité. Sur la question économique aussi, c'est-à-dire que la question du changement de modèle dont je vous parlais tout à l'heure, il est en cours. Donc, comme toute phase de transition, elle présente des fragilités. C'est-à-dire comment vous passez d'un modèle qui jusqu'à présent avait permis de faire en sorte que la Chine accède à la deuxième position sur l'économie mondiale. Comment vous faites pour accéder en termes par exemple, de chaîne de valeur, avoir des entreprises beaucoup plus efficaces. Vous avez aussi la question de la dette, mais plutôt des dettes qui sont accordées à l'étranger. En fait, vous avez tous ces éléments-là qui sont pas évidents. C'est-à-dire à la fois des facteurs externes et des facteurs internes. Donc, dans la même veine, nous avons une question sur l'invasion. Est-il possible d'envisager une invasion de Taïwan, l'annexion de régions indiennes? Comment se portent les relations sino-japonaises, les deux Corées, les relations avec la Chine et l'Inde, par exemple? La Chine et l'Inde, ça a toujours été des relations très conflictuelles avec des conflits frontaliers, en fait. Donc ça, c'est pas du tout réglé. Et puis, vous avez quand même du côté indien une volonté de faire face à la puissance chinoise. Donc, il y a eu des visites de Xi Jinping en Inde et de Modi en Chine, mais l'Inde se voit quand même comme un rival de la Chine, en fait. Donc, je vois mal. Après, est-ce que ça ira jusqu'à la confrontation militaire? Je pense pas. En tout cas, pour l'heure, le Xi Jinping ne semble pas vouloir utiliser l'arme de la guerre. C'est évident. Enfin, que ce soit sur Taïwan ou sur l'Inde, avec le Japon, la situation s'est normalisée en fait progressivement. Vous avez toujours des éléments de confrontation, notamment sur les îles Senkaku et Diaoyutai en chinois. Mais il y a une volonté de la part de Shinzo Abe, aussi de la part de Xi Jinping, de normaliser. Donc en fait, vous êtes sur une sorte de... Ils sont d'accord sur leur désaccord d'une certaine manière, mais ça ne va pas jusqu'à l'extrémité d'avoir des boycottages de produits japonais qu'on a pu voir il y a quelques années. Sur la Corée, après sur la Corée, je suis beaucoup moins compétent, mais bon, vous avez toujours cette question de la Corée du Nord qui fait que la position chinoise est toujours très compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de conserver des liens très forts avec la Corée du Nord, mais en même temps une volonté aussi de développer des liens économiques avec la Corée du Sud. Deux questions sur la puissance maritime chinoise et d'où vient la doctrine des 9 traits. L'opinion publique chinoise y adhère-t-elle? Sur les 9 traits, alors je ne suis pas un grand spécialiste des 9 traits, mais je crois, si mes souvenirs sont bons, que ça remonte, ça doit remonter au gouvernement nationaliste, mais peut-être que je me trompe, mais je suis pas un grand spécialiste des revendications maritimes chinoises. La deuxième partie de la question, c'était la puissance maritime chinoise. Oui, vous avez de toute façon depuis, mais ça date de Deng Xiaoping. C'est-à-dire de Deng Xiaoping, l'une de ses 4 modernisations, c'est de moderniser l'armée, la défense. La marine n'avait pas été prioritaire dans un premier temps, mais depuis Hu Jintao, vous avez eu un certain nombre de livres blancs et notamment la volonté d'être beaucoup plus présent sur les mers. Ça s'explique aussi par le fait que la Chine, de fait, est devenue une grande puissance, donc elle est amenée à être plus présente sur des mers lointaines.
Alors, est-ce que ça va sur une capacité de projection? Je crois que pour l'instant, mais je ne suis pas non plus un spécialiste des questions militaires, mais je crois que si vous regardez la différence entre la marine américaine et la marine chinoise, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de comparaison, notamment en termes de porte-avions. Mais en tout cas, dans l'esprit, ce qu'on peut dire, en tout cas pour résumer, c'est que dans l'esprit chinois, il y a quand même une volonté d'être capable de se projeter et d'être, ils se sentent coincés à la fois par la présence américaine et taïwanaise, la présence japonaise. Donc en fait, il y a quand même cette idée, et il y a une idée quand même assez forte, c'est que l'Asie, en tout cas l'Asie-Pacifique, en tout cas l'Asie, doit revenir aux Asiatiques et que les Américains n'ont rien à faire dans les eaux chinoises. Et donc c'est ce qui explique les tensions régulières en mer de Chine du Sud. Est-ce que la population adhère? Je crois que dans l'ensemble, oui, elle adhère quand même à un discours nationaliste extrêmement fort sur ce que je vous disais, sur la fierté chinoise, oui. Alors, quelle devrait être la place des Occidentaux par rapport à la Chine? Vous dites qu'il faut revoir notre place, et donc, quelle devrait-elle être? Je ne sais pas s'il faudrait revoir notre place. Ce qui est compliqué, c'est que je pense que nos cadres de pensée sont extrêmement marqués par notre passé colonial. Donc on a du mal à... je pense qu'on a eu du mal à sortir d'une sorte de paternalisme vis-à-vis de la Chine. Quand je vous parlais de ces idées que la démocratie allait arriver en Chine, c'était une forme de paternalisme. On a toujours eu tendance à vouloir les éduquer, à vouloir faire en sorte que... En gros, c'est des enfants, puis à un moment donné, ils vont découvrir que la démocratie, c'est quand on devient adulte. Et donc, je pense qu'on a eu du mal à sortir de ça. Et après, on hésite. Ce qui est compliqué pour nous, alors je dirais, quand occidentaux, moi je parlais des Européens, les États-Unis, c'est autre chose, mais je pense que l'Europe a beaucoup de difficultés parce qu'elle hésite constamment entre confrontation ou abaissement, en fait. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas une politique commune européenne complique beaucoup la donne, puisque les Chinois profitent de cette situation pour avancer, en fait. Ils ont mis en place un système dans les Balkans et en Europe centrale avec un certain nombre de pays qui sont à la fois membres de l'Union européenne et qui sont hors de l'Union européenne, avec des consultations régulières. Non, c'est sûr que la difficulté de notre position vis-à-vis de la Chine, elle est rendue encore plus complexe par notre faiblesse actuelle. C'est-à-dire, c'est ce que je pose dans le livre, c'est-à-dire c'est quoi le projet européen? Tant qu'on ne sait pas, le projet européen tel qu'il a été imaginé après la guerre est aujourd'hui un échec en fait. On le voit bien avec le Brexit. Et donc voilà, moi j'ai pas de réponse. Ça appartiendra, je pense, aux générations suivantes, mais je pense que quand même il y a une grande difficulté à cause de ça, c'est-à-dire que la force de la Chine, elle est d'abord à rechercher dans la faiblesse européenne et de quelle manière les Européens vont pouvoir trouver une réponse commune à la fois aux défis que pose la Chine et puis aussi est-ce qu'on aura une capacité à construire une Europe en fait qui soit pas uniquement une Europe libérale, une Europe économique, qui soit aussi une Europe des valeurs, une Europe des projets, une Europe sanitaire par exemple. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, tiens, on va s'intéresser à la Chine. Puis enfin, plus j'écrivais sur la Chine, et plus je me disais, en fait, le vrai problème, c'est l'Europe. En tout cas, les vrais défis sont aussi du côté européen. Voilà. C'est plus simplement, est-ce que la Chine est... C'est-à-dire qu'on voit aussi la Chine comme une menace, parce que nous-mêmes, nous nous sentons tellement faibles qu'on a un peu tendance à mettre la Chine comme, à la représenter comme une menace permanente. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question à l'image du sentiment de redevabilité développé par les Européens à l'égard des États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre, peut-on espérer la naissance d'un sentiment semblable chez tous les peuples qui seraient positivement impactés par l'achèvement de la nouvelle route de la soie? Si oui, est-ce cela la plus grande stratégie d'impérialisme moderne qui s'appuie sur le développement du soft power? Alors, c'est toute la question de savoir si ça va être le siècle de la Chine. Moi, je pense pas pour l'instant, en tout cas. Les Chinois ont montré une capacité à développer des infrastructures économiques, mais
c'est ce qu'on se disait au départ, pour l'instant, ils n'ont pas développé une capacité de soft power, en fait. Contrairement à ce que les Américains ont pu faire après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, je vois pas pour l'instant de soft power chinois. Je vois pas pour l'instant de jeunes Français attirés par des œuvres culturelles chinoises, par exemple. Donc ça, je pense que pour la Chine, c'est un vrai problème. C'est cette difficulté de se faire accepter, en fait. Je pense que c'est dû aussi à son discours un peu anti-étranger, en fait. C'est le fond de son idéologie, c'est quand même bâti sur un fond nationaliste très 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 fort, anti-étranger. Donc ils ont du mal à sortir de ça. C'est pas évident non plus parce que je pense que on l'a vu aussi au moment de la crise du coronavirus. Sa position de grande puissance entraîne de toute façon des critiques permanentes, comme les États-Unis ont toujours été critiqués. Mais sauf que la Chine n'avait pas l'habitude. La Chine s'est toujours sentie, c'est ce que je vous ai dit au début, elle s'est toujours considérée comme une victime. Donc aujourd'hui, se retrouver en position de pays critiqués, de pays considérés comme impérialistes, etc., c'est une position qu'elle a beaucoup de mal à assumer, qu'elle rejette d'ailleurs. Mais on le voit bien, je veux dire, la plupart des pays aujourd'hui, par exemple, lui demandent des comptes sur sa gestion du coronavirus, et il y a une sorte d'incompréhension chinoise qui considère de toute façon que les Occidentaux ne sont là que pour faire en sorte que pour les critiquer, que pour faire en sorte que le régime communiste chute, etc. Donc, en tout cas, je vois mal aujourd'hui un soft power chinois se dégager. Je pense au contraire que plus la Chine est présente, plus la Chine est puissante, plus la Chine essaye d'imposer ses pratiques et plus elle rencontre des résistances de la part des pays étrangers. Elle est acceptée quand elle arrive avec des prêts, quand elle arrive avec du développement, quand elle arrive avec de l'argent. Quand elle arrive avec ses idées un peu expansionnistes et tout ça, elle n'est pas du tout acceptée. Donc c'est un vrai problème en termes de diplomatie internationale, je pense. Merci. Alors, je crois qu'on va prendre les deux dernières questions que je vais regrouper. Pourriez-vous parler de l'influence chinoise dans l'Asie du Sud-Est? C'est une étudiante de Bordeaux qui nous pose la question. Étant donné qu'il y a beaucoup de diaspora chinoise dans la région, et encore sur la diaspora, comment le Parti communiste fait revivre une idéologie patriotique pour des Chinois qui vivent dans d'autres pays, étant donné qu'ils se sont acculturés et naturalisés dans ces autres pays? Alors, sur l'ASEAN, sur l'Asie du Sud-Est, en fait, ça s'est fait. La Chine n'appartenait pas à l'ASEAN. L'ASEAN, donc c'est l'association des pays du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est. Depuis plusieurs années, elle l'a intégrée. Elle était très très efficace et donc elle a de fait, c'est aussi son statut de grande puissance et puis le fait qu'elle a beaucoup de puissance économique et c'est un des endroits où son influence est la plus manifeste aujourd'hui dans son entourage régional. Il faut aller au Cambodge, au Laos, en Birmanie, voilà, on voit très même en Thaïlande, on voit très bien que la Chine aujourd'hui s'impose et quand vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'elle impose aussi ses méthodes autoritaires, ses méthodes de contrôle? Aujourd'hui, par exemple au Cambodge, la Chine est capable d'aller chercher des gens qu'elle a envie d'aller chercher sans aucun problème et sans que le Cambodge ne dise rien en fait. Ça c'est arrivé à un Français justement qui était proche de Bo Xilai, qui était parti de Chine, qui vivait au Cambodge. Il a été arrêté par des Chinois au Cambodge et emmené en Chine sans aucune garantie légale en fait, sans avoir la possibilité de dire non. Donc c'est passé également pour un des libraires dont je parlais qui se trouvait en Thaïlande. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer que l'Asie du Sud-Est est une terre totalement sous influence chinoise. Après, cela n'empêche pas qu'elle puisse rencontrer des oppositions, notamment sur des projets de barrages. Je crois en Birmanie, et il y a aussi des tensions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir local peut faire appel aux Chinois pour, par exemple, construire des barrages, mais ça peut entraîner l'opposition aux populations locales, donc il peut y avoir un retrait de ce projet. Donc voilà, on est dans ces jeux-là, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'influence chinoise est réelle, oui.
Alors, l'autre question, vous m'avez dit que c'était... Attendez, je n'ai pas noté. Alors, c'était du même ordre, mais en tout cas, là, on nous parle aussi d'influence et de soft power. Quelqu'un qui pose la question des instituts Confucius qui ont été fermés en Suède, en Australie et aux États-Unis, sont-ils vraiment fer de lance? Je crois que c'était... ça a été un des éléments de... Ah oui, c'était sur les diasporas, oui, d'accord. Oui, alors sur les diasporas, oui, c'est des publics qui sont ciblés de manière assez efficace, je dirais. On l'a vu il y a 2-3 ans, au moment des grandes manifestations contre l'insécurité de la communauté asiatique. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de communauté asiatique ou de communauté chinoise, ça regroupe des éléments tellement différents entre des Chinois d'origine vietnamienne, cambodgienne, etc. Mais en tout cas, il y a une volonté de la Chine de se présenter comme étant la défenseur de ces gens-là, en fait. Et ça marche parce qu'il y a une... C'est ce que je vous disais, en fait, le discours patriotique marche très bien. Il suffit de regarder les journaux en chinois qui sont publiés à Paris, par exemple. Alors, il y a quelques journaux qui sont des journaux d'opposition, mais la plupart aujourd'hui sont des journaux qui sont plutôt pro-Pékin, alors que d'habitude, il y a encore, moi, quand je faisais du chinois, vous aviez traditionnellement le journal pro-Pékin, le journal pro-Taïwan. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que la Chine a réussi un peu dans le monde entier, notamment en Australie, de racheter des médias qui sont publiés en chinois pour les populations chinoises. Voilà. Alors oui, j'ai complètement oublié. On arrive à la fin. Oui, je suis désolé. On va pas vous épuiser plus longtemps. La question des instituts Confucius. Oui, alors les instituts Confucius, c'est un échec d'une certaine manière parce que ça avait été présenté un peu comme le cheval de Troie, le fer de lance du soft power chinois. C'est plutôt un échec dans la mesure où la plupart des instituts Confucius, beaucoup d'instituts Confucius qui avaient été ouverts ont été fermés. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a une campagne. Je pense qu'on assiste depuis l'arrivée ça s'est accentué avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, mais il y a quand même une grande crainte vis-à-vis de la volonté chinoise de vouloir contrôler ce qui s'étudie, ce qui se dit sur la Chine en fait. Et donc comme c'est notamment aux États-Unis, ces instituts étaient ouverts dans des universités, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a juste un partenariat avec Paris 7, mais en France, on a fait attention que aux États-Unis, et ça c'était la faute d'Obama qui a coupé dans les budgets universitaires, il y avait des universités qui faisaient appel à l'Institut Confucius pour ces enfin on disait UFR à mon époque, mais pour enseigner le chinois, ce qui est quand même assez incroyable. Donc il y a eu un retour. Il y a eu une sorte de boomerang, enfin un effet inverse, et on est revenu là-dessus aux États-Unis parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Institut Confucius aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas, en tout cas, c'est un échec. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y en a eu beaucoup qui ont ouvert, mais qui, je veux dire, c'est pas non plus, je dirais pas que ce soit un cheval de Troie de la présence chinoise. Non. Eh ben, écoutez, François Bougon, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Vous avez répondu à énormément de questions, aux questions de nos élèves et du public qui était avec nous ce soir. Donc, merci, puisque ça leur a permis d'avoir un éclairage très intéressant. Et puis, nous suivrons avec attention votre prochain ouvrage, puisque vous en avez un qui devrait sortir prochainement, d'ici 1 an, c'est ça? Bah, j'essaye, ouais. Non, je travaille sur Hong Kong, donc voilà, après, je vais voir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous et c'était un plaisir.